Bon, voilà, j'espère que cet écran a pu apparaître là. Et surtout, j'espère qu'avec celui-ci, ça va mieux fonctionner. Vous m'entendez? Je Oui, suis pas- Oui, c'est bon? Bon. Donc, la ville de Bayonne, donc c'est une ville de 50 000 habitants, pour ceux qui ne connaissent pas, au sein d'une aire urbaine qui en compte à peu près 200 000, confrontée à la problématique à la fois du transport, du stationnement, d'une manière récurrente. Euh, Depuis de nombreuses années, il a été nécessaire pour nous de nous intéresser à l'alternative à la voiture, hein, comme c'est mentionné sur le slide. Alors, la ville de Bayonne, quand même, a un contexte un peu particulier, c'est-à-dire que c'est une ville qui est enchâssée, enfin, l'hypercentre est enchâssé dans ses remparts vauban. Donc, effectivement, on a un hypercentre qui est circonscrit au périmètre de ces remparts, et donc avec des petites rues, avec un centre historique, avec des difficultés de circulation qui vont avec. Alors, nous, on a fait le choix, effectivement, sur nos espaces publics, à la fois de faire une hiérarchisation des voies, une requalification urbaine, travailler sur la logistique urbaine, sur le stationnement et faciliter également l'accès au centre-ville par le biais de navettes gratuites. Alors, c'est une action là où je vous présente la situation en 2013, hein. Vous voyez que ça prend du temps, c'est des choses qui prennent du temps, on peut pas le réaliser du jour au lendemain. C'était la zone piétonne que vous voyez en jaune en 2013. Les zones vertes étant les zones piétonnes qui étaient projetées à l'époque. Aujourd'hui, en 2020, voilà les zones piétonnes. Donc bon, vous imaginez bien qu'il a fallu effectivement faire les aménagements qui vont avec, hein, pour rendre piétons toutes ces rues et effacer les stigmates de la voiture, à savoir principalement les trottoirs, le stationnement, enfin tout ce qui est à caractère routier. On a commencé par une des rues les plus emblématiques, qui était la rue d'Espagne à Bayonne. La rue d'Espagne que l'on voit ici avant travaux et que l'on voit ici après travaux. Bon, il est évident que vous avez vu, bon, il y a quand même encore quelques véhicules qui sont encore en place là, mais c'est parce que c'est une photo qui a été prise le matin à l'heure des livraisons, hein, au moment de Noël. Donc, le descriptif de l'aménagement, en fait, il était assez simple, hein. Circulation fonctionnait par contrôle d'accès automatique en 2013, avec une circulation autorisée de 6h à 10h30 du matin et de 19h15 à 21h15, sauf le dimanche. Il y avait des horaires que le matin. Aujourd'hui, enfin depuis 2018 et jusqu'à aujourd'hui, c'est un contrôle d'accès avec une ouverture uniquement du lundi au samedi de 6h à 9h30 pour effectuer les livraisons. En dehors de ces horaires, il n'y a pas de possibilité de faire des livraisons en centre-ville. Alors après, on a quand même un système d'accès, vous vous en doutez, pour les résidents, hein, qui doivent pouvoir accéder à leur immeuble. Alors après, ce ne sont que quelques photos, hein, visant à illustrer la période avant avec les voitures. Et effectivement, c'est après sans voiture. Idem pour les arceaux, hein. On a des devantures donc, qui sont couvertes par des arceaux dans plusieurs rues, plusieurs quais. Donc, effectivement, ce sont des travaux de requalification lourds, mais qui sont absolument nécessaires pour donner du sens et de la visibilité à ce qu'on fait. Pour la petite histoire, par exemple, la rue d'Espagne, quand on l'a piétonnisée en 2009, quand on a voulu la rendre piétonne, bon, évidemment, les commerçants étaient contre. Ils étaient persuadés qu'on allait tuer le petit commerce. 2 ans après, la valeur des baux commerciaux avait été multipliée par 3, hein, sur la rue d'Espagne. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut quand même faut oser le faire, hein. Parfois, il ne faut pas non plus écouter les premiers avis qui semblent très inquiets. Projet des aménagements aux abords du Château Vieux. Bon, bah voilà, c'est pareil, ça c'est avant avec voiture. Bon, ça c'était une projection sans les voitures. Bon, depuis les aménagements ont été faits. Bon, il y a là, vous voyez une photo encore avec les voitures. Depuis, bon, sans voiture. Inutile de vous dire que le site est beaucoup plus attractif. Il est très utilisé par tous les usagers du centre-ville, que ce soit les habitants comme ceux qui y travaillent, d'ailleurs au centre-ville, qui viennent souvent prendre leur pause déjeuner sur ce site.
et qui est effectivement, en termes de paysage, bien amélioré, puisqu'il met en valeur effectivement le monument historique Château-Vieux de Bayonne. Alors, la livraison du dernier kilomètre. La livraison du dernier kilomètre, bon, on s'y est attelé, ça fait 10 ans hein, que le projet, qu'on a eu la commande politique. On a commencé par rénover effectivement les aires de livraison et se poser la question de leur positionnement, effectivement, à chaque fois au point de fermeture que l'on créait du plateau piétonnier. On a contractualisé donc en 2012 avec un AMO, Bernard Gérardin Conseil, pour travailler sur cette possibilité de créer de la logistique urbaine. Alors, on est une ville moyenne, 50 000 habitants. Bon, faire de la logistique urbaine dans des grandes villes où il y a beaucoup de centralité et de commercialité, c'est quand même, je dirais, même si c'est à grande échelle, c'est peut-être plus facile à mettre en œuvre que sur une ville moyenne. Donc, il fallait qu'on ait des mesures d'accompagnement pour ce projet pour que ça puisse bien fonctionner. D'où la fermeture du plateau piétonnier. Donc, nous avons lancé en 2013 donc, des études pour effectivement voir le volume de colis transportés et transportables pour vérifier la faisabilité économique du projet. Évidemment, ça s'est accompagné d'une concertation assez délicate, hein, puisque les trois acteurs vers qui on s'est tourné pour la concertation sont les habitants, les commerçants et les transporteurs. Alors évidemment, ils ont tous des intérêts qui sont antagonistes. Donc, c'est quand même assez difficile de trouver le consensus entre ces trois acteurs différents. Néanmoins, le consensus se trouve en se tournant vers chaque acteur et en lui apportant des solutions à lui par rapport aux problématiques d'accès et par rapport aux problématiques de livraison pour évidemment les commerçants. Donc, juin 2014, on a lancé un appel à projet par le biais d'une aide au loyer avec un règlement d'aide. En septembre 2014, donc, aussi, on a donc mis en place un espace logistique urbain avec des restrictions d'accès donc plus favorables quand même pour le logisticien, puisque nous avons fait une discrimination des véhicules considérés comme faiblement polluants, c'est-à-dire véhicules électriques ou véhicules hybrides, hein, pour encourager les logisticiens à utiliser ce type de véhicules. Modification donc des conditions d'exploitation, mise en place des restrictions d'accès encore plus favorables aux véhicules faiblement nuisants. Donc, c'est-à-dire que c'est en 2016 qu'on a remis un petit tour de vis en enlevant encore une demi-heure pour les livraisons le matin. En février 2017, on a lancé une aide au financement pour l'achat de véhicules électriques pour effectivement les logisticiens. Et on a élargi un peu la gamme de véhicules acceptables en journée en centre-ville pour garantir le bon fonctionnement de la ville et également la pérennité du dispositif. Donc aujourd'hui, le dispositif est pérenne. Notre logisticien partenaire initial a, quant à lui, il est autonome. Il s'est transformé en SCOP, hein, en coopérative, en société coopérative. Et il est autonome financièrement. Il n'est même plus dans les locaux qu'on lui avait mis à disposition avec un loyer faible. Il a préféré être indépendant, se redimensionner autrement. Donc, je dirais que la logistique urbaine en centre-ville de Bayonne se porte bien parce que déjà, elle ne coûte plus à la collectivité. Et surtout, c'est ancré dans le mode de fonctionnement aujourd'hui des livraisons. Parce que de nombreux transporteurs qui n'étaient pas notre partenaire initial ont acheté également des véhicules électriques ou hybrides pour pouvoir effectuer leur tournée en centre-ville lorsqu'ils avaient une tournée suffisante. Alors, on avait un objectif de capter 10% du nombre total de mouvements, soit 29 000 mouvements par an et 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour notre partenaire. Le bilan début 2016, l'objectif a été atteint, mais pour le moment, c'était dans des conditions non soutenables pour le partenaire économique lauréat de l'appel à projet. On a modifié les conditions, c'est-à-dire qu'on l'a laissé partir de l'espace logistique urbain qu'on lui avait mis à disposition pour qu'il
qu'ils puissent s'installer un peu plus près en centre-ville. Et maintenant, bon, écoutez, ça fonctionne très bien. Donc, déjà en 2017, on avait dépassé notre objectif. On avait capté donc 4 000 mouvements par mois. L'équilibre financier de la SCOP a été atteint donc en 2018, à tel point qu'ils cherchaient donc des locaux supplémentaires qu'ils ont trouvés aujourd'hui. La flotte, quand on a lancé le projet, c'était 2 vélos triporteurs électriques et un véhicule léger, un Kangoo. Aujourd'hui, l'organisation 2020, c'est 1 million de chiffre d'affaires. C'est une flotte de 2 triporteurs électriques, 2 véhicules légers électriques et 2 poids lourds hybrides. Et il a d'autres véhicules pour les zones où il n'y a pas de restriction. Alors, grosso modo, la répartition d'activité des colis, bon, bah, c'est réparti en 3 tiers. Hein. Il y a le monocolis, le petit colis qui a moins de 30 kilos. Il y a 30% donc, qui est en messagerie, c'est-à-dire sur palette, les 100 kilos, et 30% en messagerie express. Voilà. Concernant le stationnement, nous, on est doté de nombreuses places de stationnement en périphérie des remparts, parce qu'effectivement, le tissu de centre-ville est quand même trop étroit. Enfin, la valeur du foncier est trop importante pour qu'on la dédie à des grandes poches de stationnement. Donc, bon, on a mis en place des ordinateurs solaires, évidemment, du paiement possible par Pay by Phone, des zones de stationnement à durée limitée, 30 minutes en centre-ville, pour favoriser effectivement les petites courses, les petits arrêts, une première heure gratuite en parking en ouvrage. Bon, nos parcs de stationnement réglementés, bon, comme vous le voyez, on a à peu près, c'est pareil, c'est 3 tiers, hein, sur 6 500 places. On a un tiers en parking en ouvrage, un tiers en parking de surface et un tiers en stationnement longitudinal sur voirie. En plus de cette politique de stationnement, ce sont des navettes électriques donc, que l'on a développées effectivement en centre-ville, une navette gratuite qui permet, depuis les parcs de stationnement périphériques, de venir en centre-ville, donc en véhicule électrique. C'est un déplacement gratuit, rapide et très facile puisqu'il est sans ticket, sans paiement. Cette navette passe dans certaines rues de l'hypercentre. Aujourd'hui, on est quand même confronté à une problématique un peu particulière sur ces navettes électriques. Alors bon, là, c'est une vieille photo, c'est une vieille navette, elles viennent d'être renouvelées. Je suis désolé, j'ai oublié de changer la photo dans le PowerPoint. Aujourd'hui, donc, on a une telle attractivité dans le centre-ville qu'il y a même des endroits où on ne va plus faire passer la navette parce que ça devient problématique en haute saison, parce qu'on a quand même une saison touristique importante, ou au moins en période estivale. Et donc, on est en train de retravailler notre circuit navette parce que, quelque part, on est victime de notre succès en centre-ville. Bon, je vais passer rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps sur la navette électrique. Bon, c'est un projet, comme vous le voyez, qui date de 99. On a commencé par faire des expérimentations et puis on l'a intégré donc en 2003 dans la DSP de transport. De 2004 à 2007, bon, il y a eu 5 véhicules en service. Bon, vous voyez la hausse constante des passagers. Aujourd'hui, on est arrivé à un plateau, c'est-à-dire que la fréquentation en hypercentre par la navette a tendance à baisser, c'est-à-dire que les modes actifs ont pris le pas. C'est-à-dire qu'on pense qu'on avait peut-être un petit temps d'avance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ils acceptent de se garer en périphérie et de venir à pied en centre-ville, parce que finalement, le circuit de la navette, elle vous permet de faire 500 mètres à pied. Et aujourd'hui, on voit que les comportements changent et on a une utilisation de la navette qui est quand même qui est arrivée à un plateau qui ne progresse plus. Donc ça, c'était la navette 2018-2019. Donc on a commencé à retravailler le circuit en 2020 et on commence même à changer notre vision, c'est-à-dire qu'on desservait donc nos parcs de stationnement hein, que vous voyez dessinés d'un P sur ce plan, pour faire une offre pour se rendre au centre-ville. Aujourd'hui, on est en train de changer de braquet, c'est-à-dire qu'on voudrait aller jusqu'au peut-être petit quartier à proximité immédiate de l'hypercentre
pour effectivement favoriser la venue en centre-ville pour des quartiers qui sont un peu plus loin. Parce que, comme je vous disais, depuis les parkings périphériques, aujourd'hui, on s'aperçoit que effectivement, les gens viennent plus facilement à pied. Donc, on essaie d'adapter notre offre. Voilà. Voilà pour le tour d'horizon. Si on a le temps pour quelques questions, évidemment, je suis disponible pour y répondre. Sinon, je laisse ma place à mes collègues. Merci pour cette présentation. Je crois que nous avons en effet quelques questions. Moi, j'avais une question concernant l'endroit, en fait, la localisation de cette plateforme logistique qui permet la mutualisation des flux de marchandises et la redistribution. Elle est localisée à quel endroit? En fait, elle était localisée à un endroit qu'on appelle le Forum, qui est un site industriel et commercial qui se trouvait à moins de 2 km du centre-ville. La difficulté, c'est que on a voulu favoriser la livraison par triporteur électrique. Et quand même, 2 km, ça fait un petit bout. C'était un petit peu problématique. On n'est pas dans le dernier kilomètre, mais dans les 2 derniers, ce qui change tout, en effet. Voilà. Mais on a eu beaucoup de mal à trouver cet espace logistique parce que les espaces sont rares en hypercentre. Et c'est la raison pour laquelle notre partenaire, lui, il a choisi de se positionner à la grosse plateforme logistique qui, elle, se trouve à plus de 10 km du centre-ville, mais où il y a déjà ce qu'on appelle le Centre européen de fret, hein, qui a déjà une grosse plateforme logistique avec une rupture de charge importante. C'est-à-dire que beaucoup de colis, enfin la plupart, passent par cette plateforme de toute façon. Donc, lui, il a préféré avoir un beaucoup plus petit local là-bas pour organiser une collecte directement depuis cette grande plateforme et avoir vraiment un tout petit local microscopique en centre-ville, presque un commerce. Presque un commerce qui lui permet, malgré tout, donc d'avoir quand même un peu de stockage, mais très, très peu. Et donc, ça fonctionne bien à flux tendu. Très bien, merci. Voilà. Nous avons 2 questions, une de la part d'Astrid. Quels sont les revenus d'entrée de la SCOP? Première question. Et seconde question de la part de Marion Totro du CEREMA. Pour ce qui concerne les navettes, combien de places ont les navettes et est-ce que les navettes attendent d'être pleines avant de partir des parkings? Alors, concernant la première question, la rémunération se fait par la rémunération d'une livraison. C'est-à-dire que, étant donné qu'ils captent les colis, je dirais à l'amont, c'est ce qu'on appelle par le biais d'une remise à confrère. Donc, le montant, le versement, je dirais, de la livraison est partagé entre l'opérateur du dernier kilomètre et l'opérateur initial qui a acheminé le colis, je dirais, jusqu'à Bayonne ou son immédiate proximité. Donc, c'est par le biais de la remise à confrère et une participation, évidemment, une rémunération dans le cadre de la livraison qui est financée, cette opération. Et donc, elle ne coûte absolument rien à la ville de Bayonne. Concernant la question des navettes, alors ce sont des petites, effectivement, navettes qui peuvent comporter, je crois, entre 20 et 25 personnes, grand maximum. Mais elles n'attendent pas d'être pleines pour circuler. C'est-à-dire que vous avez une navette qui passe toutes les 10 minutes. C'est un principe de régularité. Et donc, il n'y a pas ce ne sont pas des navettes avec un temps d'attente, etc. Les navettes passent, vous montez dedans. Si vous ne montez pas dedans, vous attendez les 10 minutes suivantes. Oui, comme dans les aéroports, en fait, un peu. Exactement. Très bien, merci. Francis, tu aurais quelques questions? Non, je n'ai pas de questions particulières, sauf peut-être à demander si, au-delà de la piétonisation qui a été largement engagée depuis 2009, il y a précisément sur l'espace public d'autres aménagements prévus, c'est-à-dire vraiment élargir peut-être cette cohabitation dont je parlais tout à l'heure, dans le cadre de cette pacification. J'emploie ce mot parce que souvent, les milieux s'opposent. C'est pour ça que c'est quand même un souci, ça, de le vivre ensemble. Donc, comment ça se passe? Tout à fait. Alors, à mon avis, il y a deux regards à porter sur votre question.
Le premier, c'est effectivement l'accompagnement. Il ne s'agit pas de mettre des bornes et de se dire, bon, ça va marcher. Effectivement, il y a une requalification de la voirie qui est absolument nécessaire pour monter le curseur et apporter effectivement des équipements de proximité, des espaces verts, de l'ombrage, de belles terrasses, des bancs, des espaces entre guillemets de respiration en hypercentre pour le vivre ensemble que vous citez fort bien. Et il y a également tous les travaux périphériques à cette fermeture de plateau. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne bien, il faut commencer à mettre à l'amont une sorte de verrou, le terme est un peu négatif, mais disons une pacification de la circulation. On ne peut pas avoir du tout bagnole immédiatement à proximité des bornes. C'est-à-dire que nous, on développe une politique de zone 30, donc en hypercentre, et cette zone 30, effectivement, elle est le plateau piétonnier est au cœur de cette grande zone 30, et il y a des aménagements effectivement périphériques qui doivent être réalisés pour pacifier la situation. Et cette pacification, d'ailleurs, donc favorise donc du coup ce qu'on appelle les modes actifs, le vélo et le piéton. Et c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'on trouve que les automobilistes se rendent plus facilement à pied en centre-ville depuis le parc de stationnement. C'est sans doute dû aussi à ces aménagements qui sont contributifs, puisqu'ils laissent une large place aux piétons pour circuler assez librement et tranquillement, tout en gardant quand même malgré tout la circulation automobile apaisée. Alors, on se souvient que Bayonne a été une ville exemplaire pour la réhabilitation de son quartier ancien, hein, avec un travail d'architecte tout à fait intéressant pour justement valoriser tout ça. Est-ce que le public, là, il a accroché? Est-ce que précisément, il s'est rendu compte? Est-ce qu'il pour le dire autrement, est-ce qu'il levait la tête un peu pour regarder ce qu'il y avait autour et pas uniquement aller d'un point à un autre, j'allais dire, parce qu'il est pressé? Oui, vous avez tout à fait raison. On a toujours eu une politique forte en centre-ville pour la réhabilitation au travers de nombreuses opérations programmées pour l'amélioration de l'habitat, des OPAH qui ont été lancées. Là, on a même on utilise des outils de résorption de l'habitat insalubre, parce qu'on a encore quand même quelques îlots qui restent quand même malgré tout très difficiles. C'est une politique dans laquelle on s'est engagé il y a fort longtemps parce qu'effectivement, on observait une désertification des commerces, on observait une sorte de paupérisation du centre-ville avec des propriétaires indigents. Donc, effectivement, c'est une politique sur laquelle on a beaucoup axé notre politique de l'habitat dessus parce que déjà, on a un secteur sauvegardé, enfin un secteur patrimoine remarquable, un SPR aujourd'hui. Donc, c'est un ensemble immobilier qui présente beaucoup d'intérêt architectural. Alors, effectivement, dans le cadre de nos aménagements, comme je vous l'ai cité pour le Château-Vieux, on fait redécouvrir à tous, par exemple, de lever les yeux. Alors, c'est vrai qu'on avait des arbres, mais on avait des voitures aussi au pied. Cette qualité architecturale est d'autant, effectivement, mise en lumière par ces aménagements. Les Bayonnais, aujourd'hui, sont friands de leur ville. Je pense qu'effectivement, on leur a appris, enfin, on leur a donné l'opportunité, on ne leur a pas appris, mais on leur a donné l'opportunité de lever la tête et ils ont pris cette opportunité pour effectivement redécouvrir leur ville. Et nous, c'est quelque chose qu'on veut encore, sur lequel on veut monter le curseur parce que là, on est en train de réaliser ce qu'on appelle le CIAP, le Centre d'interprétation patrimoniale et architecturale en centre-ville, pour effectivement, je dirais, favoriser la découverte architecturale de la ville qui est très riche. Alors effectivement, on a eu la chance au travers de toutes ces opérations programmées de l'amélioration de l'habitat et tout ce qu'on a pu engager, d'avoir sur les sites les plus attractifs des réhabilitations d'immeubles importants qui permettent d'avoir un ensemble homogène de qualité. Monsieur Delay, je suis obligée de vous interrompre parce qu'on a dépassé de beaucoup le temps de parole. On vous remercie beaucoup. Il nous faut céder la place à la ville de Fécamp pour un projet de piétonisation pour tous. Donc, tout cela en concertation avec des habitants. Donc, il s'agit de favoriser les seniors et les personnes fragiles dans leur mobilité à travers la ville. Donc, j'invite
Sylvain Fante et Marion Torteroto, donc à s'exprimer sur la ville de Fécamp. Merci, monsieur. Bonjour à tous. Du coup, je vais partager mon écran. Alors, voilà, vous voyez bien? Très bien. Parfait. Alors, je vais mettre en plein écran. Donc, on est ici présent pour vous présenter le partenariat qui a eu lieu en 2018 et 2019 entre le CEREMA et la ville de Fécamp, donc pour favoriser la place des piétons au cœur de ville. Donc, le travail du CEREMA, c'était d'analyser un certain nombre d'espaces du centre-ville de Fécamp pour proposer une stratégie ou des préconisations, on va dire, plutôt sur des aménagements à réaliser, puisque la ville de Fécamp avait déjà un bon nombre de projets en cours de développement. Et elle souhaitait associer un peu plus les usagers, ou en tout cas avoir leur retour. Donc, le CEREMA était plus précisément mobilisé sur cet aspect-là, d'aller à la rencontre des usagers et d'apporter aussi son regard d'expert pour pouvoir proposer des préconisations d'aménagement. Donc, on a réalisé un diagnostic en utilisant un certain nombre de méthodes un petit peu quantitatives. On a quand même pu réaliser un questionnaire qui a été diffusé par la ville de Fécamp et qui a reçu près de 200 réponses, donc qui nous a permis de relativiser, on va dire, certains éléments de notre diagnostic en fonction d'un retour un peu quantitatif. Mais c'était essentiellement des méthodes plutôt qualitatives, qui mêlaient regard d'expert et ressenti d'usager. Des fois, c'était juste de l'observation où on regardait comment vivait le lieu, en fait, comment les usagers s'appropriaient l'espace, en passant par des micro-trottoirs, donc un petit entretien rapide, on va dire de 5 minutes avec des passants, et en allant jusqu'à des parcours commentés. Donc, on a pu réaliser 6 parcours commentés dans le cadre de ce travail-là. Donc, les parcours commentés, l'idée, c'est d'aller vraiment, d'approfondir en fait le sujet avec des personnes qui prennent de leur temps. Ça dure 1 heure et demie, avec lesquelles on va discuter, qui vont nous emmener en fait. On leur donne un point de rendez-vous, puis ensuite on va ensemble à un point de destination qui est prédéfini, mais le chemin leur est laissé libre. Et elles choisissent par où elles passent et elles nous expliquent pourquoi elles passent par là. C'est surtout ça qui est intéressant de savoir. Avec la ville de Fécamp et notamment le CCAS, on a pu travailler avec des personnes âgées qui sont des personnes qui ont un public très intéressant en fait, puisqu'il a tendance à accumuler un certain nombre de petites difficultés, du mal à marcher, de la fatigue, des difficultés visuelles, auditives, etc., qui toutes mises ensemble font que ces personnes-là sont beaucoup plus attentives à leur espace, l'espace dans lequel elles évoluent par rapport à une personne lambda. Et elles nous apportent du coup beaucoup plus de matière en termes de petits détails de l'espace urbain, de petits aménagements qui vont ou qui ne vont pas. Et du coup, et aussi la question des ambiances et du confort plus largement de l'espace public. Donc leurs témoignages sont vraiment très très importants puisque c'est une ressource pour nous pour valider notre diagnostic qu'on peut faire à dire d'experts. Nous avons pu rencontrer 6 personnes, toutes âgées de plus de 75 ans, et qui avaient des difficultés plus ou moins importantes, une aisance plus ou moins importante aussi à se déplacer, à discuter avec des inconnus pour éventuellement demander de l'aide, etc. Donc ça a été vraiment une ressource très très intéressante pour proposer un certain nombre poser le diagnostic et du coup proposer un certain nombre de préconisations. Donc là, vous pouvez voir les parcours qui ont été réalisés. Donc pour situer un petit peu, le centre-ville de Fécamp est globalement par ici. Vous voyez bien ma petite molette, ma petite main, j'espère. Ici, c'est l'hôtel de ville. Donc vous avez globalement la ville haute et puis vers ici, plutôt la ville basse avec la plage et la mer. Comme autre élément marquant, il y a la gare SNCF qui est ici. Voilà, donc qui était un peu des repères pour nous et qui a fait qu'on est souvent passé par là au moins à un moment. Et du coup, voilà, avec ces 6 parcours-là, on a pu quand même quadriller plus ou moins facilement tout le secteur.
Donc, je ne peux pas rentrer beaucoup plus en détail du coup de nos résultats, mais je laisse la parole maintenant à Sylvain Fante de la ville de Fécamp pour présenter les réalisations. Merci, c'est à mon tour. J'espère que tout le monde m'entend bien. Normalement, j'ai bien réglé mon micro. Pour moi, c'est bon. Bon. Très bien. Du coup, je vais vous présenter 2 opérations qu'on a réalisées sur Fécamp pour vous montrer l'avant et l'après, en fait, à chaque fois. Donc, une opération qu'on a réalisée avant de pouvoir travailler avec le CEREMA et puis une opération qu'on a réalisée après avec la méthodologie que Marion a pu vous présenter. Donc là, vous voyez un zoom sur le vieux Fécamp. En rouge, vous avez l'hôtel de ville qui est collé à l'église abbatiale. Le premier projet que je vais vous présenter, c'est la rue de la Fontaine qui se situe voilà, là où il y a la petite molette qui l'indique, qu'on a réalisé donc sans le CEREMA. Et le deuxième projet, c'est la rue Jacques Huet qu'on a réalisé après le travail du CEREMA. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique des projets puisque ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais plutôt rentrer dans le détail de la conception, de la prise en compte de l'humain dans ces dossiers-là. Donc là, je vous ai rappelé juste quelques éléments techniques sur lesquels je ne vais pas m'appesantir. Pour le premier projet, pour la rue de la Fontaine, je vais simplement, voilà, c'est ce slide-là qui m'intéresse, c'est le deuxième. Simplement, vous faire un petit historique parce qu'on apprend aussi de ces échecs. Sur ce dossier-là, en fait, qu'on a réalisé en maîtrise d'œuvre interne, on avait vraiment mis tous les atouts de notre côté. On avait fait le levé de topo, on avait fait plusieurs esquisses qu'on avait partagées avec les élus. On avait fait de très très jolis plans en couleur. On avait organisé une belle réunion publique où on avait présenté notre travail avec les vues aériennes, enfin tout ce qu'il fallait. Et ça a été un fiasco assez important, puisque lors de cette réunion publique, il y a eu un rejet de la population du projet présenté. Alors, pour plusieurs raisons qu'il nous a fallu analyser, toujours est-il qu'on n'a pas pu on n'a pas pu conclure la réunion, on a été obligé de stopper la réunion. Et on s'est simplement promis de se revoir sur le terrain avec les habitants pour essayer de trouver une autre solution. On a donc changé notre fusil d'épaule. Et puis, de ce projet qui devait être présenté aux habitants, on a changé notre façon de faire, on a choisi de le concerter avec les habitants. Et on s'est rendu sur place avec eux, quand je dis on, c'est les services municipaux. On s'est rendu avec eux sur le terrain avec une simple esquisse, on est reparti vraiment à zéro. Et parmi les éléments qui avaient conduit à l'échec de la réunion, on s'est rendu compte que les plans, la projection de plans professionnels, de plans de V-topo et autres, avaient été vécus comme une agression par certains, de personnes qui savaient, de sachant envers des personnes qui ne savaient pas lire ce genre de plan. Donc, avec une simple esquisse, on est allé sur le terrain, on a marché, on a essayé de vivre la future rue telle qu'on la concevait, pour que chacun puisse se projeter sur qu'est-ce que le piéton allait devenir, qu'est-ce que la voiture allait devenir, qu'est-ce que les livraisons allaient devenir, puisque nous avions un commerçant dans cette rue-là. Et avec ce qui nous était donc fixé par les élus, c'est-à-dire qu'il fallait que la rue puisse devenir accessible, donc on avait ces impératifs-là, on s'est projeté avec les habitants. Et on a tout revu avec eux, mais dans tous les détails. Là, voilà, vous avez quelques photos avant sur la gauche et puis après sur la droite. Donc, vous aviez une rue où vous aviez des trottoirs extrêmement étroits. On voit d'ailleurs un piéton en haut à gauche qui est vraiment coincé sur le trottoir, avec une rue qui était prioritaire aux véhicules. On obtient sur la droite une rue donc sans trottoir, qui était une grosse crainte pour les riverains au départ. Tout était à plat, mais où les piétons maintenant sont en fait amenés à se promener où ils veulent. On est sur un espace partagé en fait, ce que nous on appelle une zone de rencontre, où les piétons ont colonisé complètement la rue. Dans le cadre de cet échange, en fait, les riverains ont pu nous alerter sur un certain nombre de sujets qu'on n'avait pas forcément en tête, notamment qu'il y avait un collège à proximité, qu'il y avait une boulangerie en haut de la rue, et en fait, il y avait beaucoup de collégiens qui allaient du collège à la boulangerie voilà, sur le temps perdu. Donc, du coup, on avait un afflux ponctuel de piétons qu'il fallait qu'on puisse gérer. On avait une problématique eau pluviale qui n'était pas forcément notée, qu'on a dû intégrer. Bref, au final, on a obtenu un projet qui était relativement différent de ce que nous, on avait imaginé au départ, qui a séduit les habitants. Et derrière, après avoir concerté sur l'ensemble des éléments, y compris sur le planning d'ailleurs, on a obtenu l'aménagement que vous voyez, qui est conforme aux attentes des élus, qui est accessible,
qui est sécurisé, puisqu'on a sur une centaine de mètres de long, on a 3 éléments liés à la sécurité des piétons, qui permettent de bloquer la vitesse des véhicules. On est arrivé à atteindre l'objectif fixé par les élus. Par contre, du coup, ça nous a servi de leçon, parce que tout le travail qu'on a consacré à faire ça, pour une rue qui faisait une centaine de mètres, on n'était pas en mesure de pouvoir faire sur une rue de centre-ville qui faisait plus de 200 mètres de long et sur lequel on avait énormément de commerces qui étaient déjà fragilisés à l'époque, bien avant le confinement. D'où l'idée de travailler avec le CEREMA. Et donc sur le centre-ville, qui est la deuxième rue que je vous présente après, donc c'est la rue Jacques Huet. Là, on a donc souhaité tirer quelques leçons de ce qui s'était passé sur la rue de la Fontaine. Les services municipaux se sont concentrés en fait sur la concertation avec les commerçants. Nous, on a eu besoin de l'appui du CEREMA, donc comme l'a expliqué Marion tout à l'heure, notamment pour prendre en compte d'autres sons de cloche qu'on n'avait pas, nous, donc principalement les riverains et en l'occurrence, là, c'était les personnes âgées. On s'est fait accompagner d'un maître d'œuvre sur l'opération, sur le plan purement technique. Ça, du coup, nous, on ne s'est pas mêlé de la technique, à proprement parler. Et puis, ensuite, on a pu dérouler le chantier. Donc, dérouler le chantier, c'est-à-dire dès la conception, en fait, on a intégré les éléments qui nous avaient transmis grâce au CEREMA sur la contrainte des personnes âgées. Par exemple, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout envisagé au départ. Un simple exemple, la rue étant une rue avec beaucoup de commerces, il fallait que les livraisons puissent se faire. Suite aux études du CEREMA, on a intégré un certain nombre de mobilier urbain pour que les personnes âgées puissent se reposer. La rue étant en pente, il fallait qu'on imagine des paliers avec des bancs pour que les personnes âgées puissent faire des pauses régulièrement. Donc, on a dû le prendre en compte, c'est un exemple. Toujours dans cette concertation, cette rue qui devait être quand même prioritairement piétonne, n'était pas prévue, pour que les commerces soient accessibles. Les commerces étaient assez pénalisés. Et donc, du coup, suite aux études faites avec le CEREMA et à la concertation avec les commerçants, on a intégré dans le projet la mise en accessibilité de tous les commerces de la rue. Pour le slide d'après, on voit bien d'ailleurs, je passe les éléments techniques. Moi, on ne vous a pas bien entendu. Il y a des personnes qui ont du mal effectivement à vous entendre. Si vous pouviez juste reprendre un petit peu en amont. Donc, vous avez prévu ensuite, par rapport au commerce, l'accessibilité, c'est ça? Oui, alors du coup, nous, les commerçants ont été associés dès la conception du projet, ce qu'on n'avait pas forcément fait sur le premier projet. Suite aux remontées du CEREMA et des interrogations avec les commerçants, on a intégré la mise en accessibilité des commerces à partir du domaine public. Avec une rue en pente, effectivement, la plupart des commerces auraient dû faire des travaux à l'intérieur du commerce s'ils avaient voulu répondre aux normes d'accessibilité, ce qui était contraignant pour eux. Du coup, la rue a pris un autre profil avec une série de rampes douces et donc de fait d'escaliers par la suite pour que l'accessibilité au commerce se fasse. Et on a ajouté beaucoup de mobilier urbain pour que des personnes, notamment des personnes âgées, puissent avoir des paliers et des zones de repos qui n'existaient pas auparavant et qui du coup faisaient qu'elles évitaient ce secteur-là du fait de la pente. Très bien. Et l'autre point sur lequel, par contre, on a eu aussi une forte attente et pour lequel on a poursuivi la concertation, c'est qu'on a mis en place des réunions spécifiques pendant toute la durée du chantier, des réunions toutes les semaines, uniquement avec les commerçants, on ne pouvait pas le faire avec tous les riverains, uniquement avec les commerçants pour les tenir informés du déroulé du projet, des difficultés qu'on rencontrait et du recalage du planning. On prenait en compte aussi, par l'occasion, toutes les contraintes liées aux livraisons particulières qu'ils pouvaient avoir. Bref, on a pu adapter le projet, même dans le déroulé du chantier. Là, vous voyez à gauche ce que ça donnait avant et à droite ce que ça a donné par la suite. Et du coup, d'un projet urbain, en fait, en tenant compte de toute la dimension humaine qu'on n'avait pas avant sur nos dossiers, des contraintes des commerçants, des personnes âgées, on a obtenu un projet qui est complètement différent de ce qu'on avait pu imaginer au départ, qui répond à toutes les normes sur l'accessibilité et qui s'est déroulé sans trop d'accro, sachant que c'était quand même très, très impactant pour les commerçants et qu'on avait cette crainte-là au départ. Voilà, je n'ai pas plus d'éléments, je ne tiens pas le planning, je suis désolé, j'essaie de faire vite. Oui, mais très en retard. Francis, est-ce que tu aurais une question ou deux? Sinon, j'ai une question sur le fil. Pas de question.
Les photos parlent d'elles-mêmes. Oui, tout à fait. Juste une question de monsieur ou madame Laroche de la DDT 36. Choisissez-vous, donc ça c'est une question pour le CEREMA, choisissez-vous, alors j'ai perdu, attendez. Choisissez-vous les destinations principales et les personnes âgées, définissez ensuite leur parcours préférentiel pour les atteindre. Oui, c'était un peu cette idée-là qu'on se donnait en fait un lieu de rendez-vous parce qu'il faut bien se retrouver à un endroit. Et après, on disait aux gens, alors il y a eu certaines personnes avec qui qu'on sentait un peu plus à l'aise, un peu plus motivées, on va dire, et du coup à qui on a vraiment laissé carte blanche. On leur a dit, emmenez-nous, par où vous allez d'habitude quand vous faites votre promenade. Il y avait des gens qui faisaient des promenades quotidiennes, encore toujours le même trajet, donc on leur a dit, montrez-nous par où vous passez. Et puis certaines personnes qui étaient un peu plus dans l'attente, on va dire un peu plus passives, on leur a proposé un point de destination et du coup elles nous ont emmenés ensuite, elles nous ont dit quand je dois aller par là, je passe par telle et telle rue et du coup c'est ce qu'on a fait. Très bien. Merci beaucoup. Donc, merci pour cette présentation très intéressante. On voit les photos avant-après, c'est assez édifiant. On constate à quel point un travail en commun, en fait, apporte des solutions pas forcément innovantes, mais adaptées en tout cas aux enjeux et aux besoins. Nous allons maintenant appeler